Bon, le 20, il n'y aura rien, mais le 27, au lieu de mettre Nathalie Perrin, qui est prise par ses obligations de professeur de philosophie au baccalauréat, elle ne peut pas venir. Et alors c'est remplacé par une discussion autour d'une lettre à Derrida, lettre sur Derrida, non, de Jean-Pierre Faye, dont avait parlé Guy Nicolas. Mais je pense qu'il sera là, et je pense que Thierry Briot, qui connaissait bien également Derrida, interviendra, donc on parlera autour de ce livre qui parle essentiellement du rôle de Heidegger dans la pensée de Derrida, et est une attaque malgré tout. Ce n'est pas une critique absolument violente, mais malgré tout, c'est une critique assez insidieuse du rôle que Derrida attribue à Heidegger, alors que, autour en particulier de la notion de déconstruction, alors que Derrida attribue, lui, à cette notion de déconstruction, un rôle néfaste et très proche du national-socialisme, comme toute la pensée de Faye qui est très anti-heideggerienne. Comme c'est un problème qui est loin d'être résolu et qui, périodiquement, est soulevé, on ne prétendra pas effectivement le résoudre d'une façon intégrale, mais malgré tout, c'est intéressant pour vous d'avoir, on pourrait dire, les pièces du différend ou de la contestation, sinon du procès, pour voir exactement de quoi il s'agit. Donc, autant que possible, on parlera de cela le 27 juin, comme c'est la dernière séance que l'on ne peut pas raisonnablement prolonger un séminaire pendant les vacances universitaires, en dépit de mes réticences à continuer éternellement, je continuerai, mais en donnant l'année prochaine davantage la parole à des personnes qui ne sont pas venues, qui sont venues mais qui n'ont pas pris véritablement un rôle que je ne voulais plus directeur dans le séminaire, comme Georges Bleuss, Thierry Briot, Alexandre Costanzo, qui orienteraient le séminaire plus vers des problèmes artistiques, ce qui serait très intéressant. Donc on en parlera. J'avais mis d'ailleurs, dans les attendus que j'ai mis, mais j'en ai fait une petite feuille que je distribuerai et que j'avais illustrée avec cette image du peintre belge Jean Ensor, plutôt, c'est une plaisanterie, c'est-à-dire c'est un calembour. Et qui représente
deux têtes de squelette qui se disputent un hareng-sort, de sorte que ça fait le hareng-sort. Et ça donne l'art. L'art en sort, comme lui s'appelle en sort, ça fait une plaisanterie sensible qui est une sorte de calembour avec ces squelettes qui sont là, vous voyez là, les squelettes. Il y a deux squelettes. Mais avant là, ils ont une bête qui est un hareng-sort, c'est ça. Ils se tirent le hareng-sort. Il y a les squelettes qui se disputent le hareng-sort. Il y a le hareng-sort qui est là. Et ils se tirent chacun dessus, ils tirent chacun sur la tête et sur la queue du hareng-sort, où ils se le partagent. Quelle est la signification précise? Je ne me hasarderai pas à la donner, mais c'est une allusion qui est une allusion humoristique, ironique à l'égard de la fonction de l'art ou de la dispute auquel donne lieu l'esthétique et l'art en général. Bon, je donne la parole. Une fois cela, on en parlera la prochaine fois, mais je me contentais d'annoncer un peu quel était le thème vers lequel on s'orienterait. Alors, je donne la parole maintenant à Ifan, qui, je le précise, est en train d'écrire et de terminer un doctorat de philosophie sur Maurice Blanchot, qui n'est pas soutenu ici à Paris 8, mais qui est soutenu à l'université de Nanterre, qui s'appelle, je ne sais pas, Paris 10, Paris Ouest, Paris 10. Ah, c'est ça. Bon, tu as la parole, parce que sinon, je t'empêcherai de parler. Vas-y. Merci. Je remercie d'abord à René qui me donne cette occasion. Reprenons parce que je t'ai coupé. Il faut que l'on t'entende bien et que tu sois bien cadré. Alors je te laisse la parole. Oui. Donc je reprends. Je remercie d'abord à René qui m'a donné cette occasion de vous présenter ce que je fais en France. Elle concerne la pensée de Maurice Blanchot. Maurice Blanchot est un écrivain français, critique littéraire contemporaine. Son écriture est difficile à lire, car il le fait exprès pour pouvoir poser la question « Qu'est-ce que la littérature ?» Cette interrogation ne seulement concerne l'œuvre littéraire, mais aussi à la littérature elle-même, référence à l'action de l'écriture. Autrement dit, Blanchot se demande, l'œuvre est-elle déterminée comme un livre ou indéterminée du fait de son interprétation infinie? En opérant sur deux registres, il trouve que l'œuvre s'inscrit dans un mouvement de recommencement sans fin. L'idée de l'infini de Blanchot s'inscrit dans sa méditation de la littérature. Selon lui, la littérature concerne un processus infini de l'écriture, c'est-à-dire parler, écrire, sans se terminer.
En d'autres termes, son infini concerne ce qui est sans fin. Par exemple, l'entretien infini, livre conçu par la plupart comme un dialogue, tout chaque fin de la parole est liée au recommencement de la parole de l'interlocuteur, nous permet de nous inscrire toujours dans un processus de reprendre un texte. Par exemple, afin de mettre en évidence le sens multiple du mot, il écrit ce petit passage du dialogue. Je vous cite, c'est votre première citation. Je vous lis ce passage. Pourquoi ce nom? Est-ce bien un nom? Ce sera une figure. Alors, une figure qui ne figure que ce nom. Et pourquoi une seule parole ne peuvent-ils jamais réussir malgré l'apparence? Et le nommer, il faut au moins deux pour le dire. Je le sais. Il faut que nous soyons deux. Mais pourquoi deux? Pourquoi deux paroles pour dire une même chose? C'est que celui qui l'a dit, c'est toujours l'autre. Fin de citation. Dans ce dialogue, nous avons l'impression que la position de ces deux interlocuteurs ne s'oppose pas sans non plus correspondre, mais se fait écho en ce sens que l'écho est la modification de la voix originale. Blanchot ne tente pas de formuler un dialogue dialectique, identique et déterminé qui s'oppose finalement à un seul point de vue de la parole. Selon lui, le dialogue se multiplie. Les interlocuteurs se communiquent par l'interprétation répétitive de chacun et se différencient afin de montrer la pensée singulière de chacun. Cela conduit le dialogue à se diviser sans fin. Référence au sens de Blanchot, dit une chose, c'est déjà une autre chose. D'une part, l'interprétation répétitive repose sur l'imperfection, impliquant une sorte de différence. Et d'autre part, chaque registre établit une nouvelle différence par rapport à cette interrogation imparfaite. Ce genre de dialogue ne peut arriver à son terme, mais demeurer en quelque sorte dans une imperfection, du sens qui l'oblige à imaginer une nouvelle écriture pour pouvoir donner définitivement une explication. En un sens, le dialogue de Blanchot était une autre... je reprends. En un sens, le dialogue de Blanchot attend un autre interlocuteur, référence à l'intervention du lecteur. C'est pourquoi il dit que son livre, L'entretien infini, va et revient toujours dans la relation mouvante, articulée, inarticulée, qui est celle de leur genre. Et dans cette mesure, surgit une sorte de l'infini, reposant sur l'indétermination du changement. C'est ce qui concerne notre sujet aujourd'hui. La littérature de Blanchot est autour de la question « Qu'est-ce que la littérature ?» Cela nous conduit à supposer qu'ils pensent et disent toujours la même chose. Cependant, le même n'est pas pareil au même. Nous expliquerons ensuite cette idée. En faisant la recherche de la littérature, Blanchot s'aperçoit qu'un ouvrage littéraire ne lui donne pas toujours le même sens. Autrement dit, il est possible qu'en lisant, le lecteur se contente d'abord de recevoir le texte, donc suivant les indications de se plier à la première réflexion qu'il apporte. Et il en résulte. Le lecteur a l'impression que découvrir un livre déterminé, sous-entendu comme ce qui apporte des sens distincts et clairs, c'est-à-dire une écriture achevée et intéressante. Mais, en relisant le même texte, les doutes reviennent. Il faut bien réfléchir. Des allusions dissimulées par leur évidence donnent peu à peu à penser. Le lecteur ne peut s'empêcher de se demander que le livre dont on vient de lire, on vient d'approcher,
est-ce que le véritable ouvrage qu'il faut lire? N'aurait-il pas l'apparence? Ne serait-il pas là que pour cacher ironiquement une autre expression plus difficile, où l'intervention de l'interprétation du lecteur vient l'obstacle de son compréhension? Du fait de ces doutes, il lui faut reprendre la lecture afin d'entendre vraiment ce livre. Or, malgré tout ce qu'il fait pour l'examiner, il serait vain de croire que l'auteur livre jamais son secret. Et c'est de là que vient d'un ouvrage infini, référence une sorte de l'interprétation sans fin. Ce qui fait dire à Blanchot, c'est votre deuxième citation. Je cite: la lecture d'un livre suffit largement à toute une vie. À partir de ce livre, nous lisons tous les autres, ou nous le lisons en tous les autres, en qui pourtant il ne se répète pas, mais se diversifie ou se multiplie à l'infini. Fin de citation. À travers cette double lecture, référence à lire et relire, Blanchot se rend compte que le lecteur ne peut savoir s'il parvient toujours à comprendre parfaitement le sens de chaque livre. Pour certains livres, le lecteur a l'impression qu'il a tout compris ce que les auteurs voulaient dire. Mais pour les autres, il ne peut être sûr de sa compréhension, surtout à savoir l'œuvre littéraire. Afin de saisir son sens, il lui faut ajouter des interprétations qui n'appartiennent pas au livre lui-même. Dans ce cas, comment le lecteur peut-il croire en sa fidélité de cet ouvrage, tandis qu'il a ajouté son propre appréciation personnelle? Une fois que le lecteur soit conscient de l'intervention de son interprétation, de la lecture, peut-il encore être 100% sûr que toute sa compréhension n'est pas liée à une sorte de fascination? Dès lors, comment pouvons-nous distinguer le vrai de la compréhension illusoire? Par manque de distinction authentique, sommes-nous capables de comprendre un ouvrage? Sur cette interrogation, Blanchot dit, c'est votre troisième citation. Je cite: ce qui arrivait par l'écriture n'est pas l'ordre de ce qui va et ce qui arrive. Mais alors, qui te permet de prétendre qu'il n'arriverait jamais quelque chose comme l'écriture? Fin de citation. Le lecteur se méfie de sa lecture car il avait soin de son intervention d'un ouvrage. Or, il ne peut le comprendre sans explication. Dans ce cas, tout ce qu'il a pris appartient à son propre expression plutôt que l'œuvre. Toutefois, si le lecteur n'a que son propre appréciation d'un livre, comment peut-il faire la distinction entre son interprétation et l'œuvre elle-même? Le fait est qu'il voit des polémiques sur le même livre. Ils ont conçu que toutes ces explications différentes font seulement partie de l'œuvre. En d'autres termes, l'œuvre est liée à un mouvement d'interpréter sans fin, car le lecteur s'approche de l'œuvre moins par son expression que par la révélation de l'expression plurielle. D'où les compréhensions du texte se posent parfois. Le lecteur s'aperçoit du défaut de son explication sur une œuvre et il aurait su qu'il n'a jamais fini de relire au sens de réécrire un livre qu'il lit, ni d'y trouver un sens sans ambiguïté. De ce point de vue, l'interprétation contradictoire devenant une sorte de partenaire invisible conduit le lecteur à connaître l'œuvre, donc la chose plus grande qu'elle-même. En un sens,
L'interprétation plurielle rend l'œuvre l'infini. Cela dit aussi que la lecture ne peut être évidente en ce sens qu'elle rend la chose claire. Tout en la compliquant, à l'image d'une citation, référence au début de l'explication. Nous prendrons l'exemple de Derrida. En 1903, l'année de Blanchot est décidée. Derrida a publié le texte intitulé Maurice Blanchot est mort dans un colloque. Dans ce texte, Derrida dit, c'est votre 4e citation. Je cite, Maurice Blanchot est mort. La phrase laisse vaciller sa vérité. En premier lieu, cette phrase peut être une citation. C'est déjà une citation. Non seulement la citation de tous celles qui ont dénoncé dans la presse ou d'ailleurs comme une nouvelle ou un avis de décide que Maurice Blanchot est mort, mais singulièrement la citation des mots par laquelle Bidon a jugé mercredi dernier nécessaire et juste ouvre de ce colloque. En tant que citation, cette phrase ne serait pas fausse, mais elle aurait le destin d'une vérité singulière, donc la référée ne serait pas quelque chose comme la mort de Blanchot elle-même, mais seulement une autre phrase mentionnée, comme on dit dans la théorie de speech X, et non pas une phrase utilisée. On se prononce ainsi, voilà. Quelqu'un dit Maurice Blanchot est mort. Je confirme que cela a été dit. Je cite la phrase, mais je n'en garantis ni n'en assume la vérité. Cela peut être une fausse nouvelle, une rumeur, une croyance naïvement assumée ou de la littérature. Fin de citation. Lorsqu'une fait est relatée par l'écriture, en devenant un événement écrit, autrement dit le début de la parole, il s'affranchit de sa réalité. On nous conduit à l'imagination plurielle du verbalisme, référence à l'expression littéraire. En ce sens, Derrida dit qu'une phrase écrite est déjà une citation qui associe toutes sortes de convenances à la constitution d'une contre-loi, la loi dans le sens que ce qui a été écrit est écrit. Une citation écrite peut être réinterprétée de manière plurielle. Et il en résulte que toute interprétation devient contestable et amène à poser la question. Que signifie-t-elle vraiment? Une citation est toujours difficile à interpréter parfaitement. Ce qui fait dire à Derrida, la loi et la contre-loi se citent à comparaître et se recitent l'un l'autre en ce procès. Toute explication crée une nouvelle pensée sur une citation. L'argument de Derrida modifiait notre réflexion initiale sur la phrase « Maurice Blanchot est mort ». Il rend inachevée la phrase achevée et lui donne un deuxième sens. Le lecteur peut tient à distance l'expression de Derrida ou longtemps l'autrement. Mais en partant de cette lecture, il ne peut lire ou le pense la phrase Maurice Blanchot en ignorant l'existence d'autres explications. La phrase donne à réfléchir sans se modifier. Cela implique que l'écriture n'est pas définitive, mais redéfinie par l'intervention de notre écriture. Ce que Derrida propose, c'est un processus adressé au langage par le langage devenu littéraire, où l'explication d'une citation écrite se multiplie. Cette pensée correspond à celle de Blanchot évoque dans son article intitulé « La littérature et le droit à la mort » par une phrase hasard de Franz Kafka.
y regardait par la fenêtre. Plongeurs ont déduit que Kafka est l'auteur, ou plus exactement grâce à elle, il est un auteur. Plongeur implique une création infinie repose sur la phase faite. On peut écrire une phase pour représenter littéralement la vie quotidienne, mais une fois qu'elle est écrite, elle ne peut éviter d'être soumise à l'interprétation, c'est-à-dire à l'expression littéraire. Et avec elle, la phase apporte le fait comme Maurice Plongeot est mort, y regardait par la fenêtre, ne serait que reste inachevé. Cet décalage se dissimulait parmi le dit et la réalité, et la raison pour laquelle Plongeot évoque l'écriture multiple. C'est pourquoi, selon Françoise Collan, l'écriture de Plongeot met en évidence que le langage n'appartient pas du mot, mais à la phase, c'est-à-dire en saison. C'est votre 5e citation. La même parole peut évoquer le contexte différent et multiple. Il en résulte qu'on n'a jamais fini d'écrire, ni de parler non plus. D'ailleurs, car on n'a jamais tout dit. De cette manière, le lecteur ne cesse de donner une interprétation sur l'écriture et chaque explication déterminée ne cesse de remise en question au sens de la réinterprétation afin de comprendre l'œuvre. Ainsi, surgit un cercle infini de la littérature dont l'écriture ne peut être comprise que pour y revenir. Autrement dit, recommencer toujours à l'interpréter un récit, une écriture. L'idée de l'infini de Plongeot opère sur deux registres. L'œuvre comme un livre et l'interprétation permanente. La première, même fragmentaire, a un sens qui l'attire. La deuxième s'inscrit dans l'action de la littérature, c'est-à-dire demeure dans la recherche de l'œuvre idéale. Afin d'élucider cet infini, Plongeot évoque la fiction de Georges-Louis Borges et l'écriture de la mescaline d'Henri Michaux dans son article intitulé « L'infini et l'infini ». Selon Plongeot, c'est votre 6e citation. Je cite. Borges dit de l'infini que cette idée corrompt et altère les autres. Michaux parlait de l'infini, ennemi de l'homme, et dit de la mescaline, qui refuse le mouvement du fini. Infini verti et détranquillise. L'infini de Borges s'inscrit dans la modification de la répétition et celui de Michaux se réalise dans le refus de la répétition car l'expression de la mescaline est le dépassement du quotidien, c'est-à-dire l'extraordinaire tel que l'homme ne peut le concevoir. Selon Plongeot, l'infini de Borges est lié à la transformation de la réalité en littérature. Il rend discutable l'événement réel en le répétant par son écriture. De cette manière, le fait déterminé revit comme un nouveau événement indéterminé par l'écriture. Puis exactement, Borges met en évidence l'infini en rendant la réalité fictive. Nous prendrons une fiction de Borges intitulée Pierre Ménard, auteur du Guichat, comme exemple. Dans ce récit, le narrateur nous raconte l'histoire d'un de ses amis, Pierre Ménard, un écrivain français contemporain dans les années 1930, ayant un projet de réécriture textuelle du chef-d'œuvre de Cervantes, Don Quichotte,
Donc, ils ont reçu seulement une répétition différente, pour la raison que ce n'est pas en vain que se sont écoulées 300 années plein d'effets très complexes. Cet décalage de la mutation implique l'intervention de la lecture, car le lecteur est le témoin de cette transformation du don, ainsi bien que la réalité complémentaire d'un ouvrage. Référence au sens de Jean Paulhan. En lisant, le lecteur réalise. Jean Paulhan implique l'interprétation du verbalisme. Celui qui lit le livre le lit par désir, par ignorance du propos du livre. En ce sens, il y a pour toute œuvre une infinité de variantes possibles. Selon le narrateur, le Don Quichotte de Menard est plus subtil que celui de Cervantes, car la parution du dernier au XVIIe siècle était une entreprise raisonnable, même fatale. Cervantes, s'opposant aux fictions chevaleresques, la prouve réalité provinciale de son pays. Autrement dit, il le composait avec aisance par rapport à son époque. Comme Menard le dit, Don Quichotte de Cervantes est un livre contingent. Le Don Quichotte n'est pas nécessaire. Don Quichotte de Menard est écrit délibérément, dit-il. Je veux l'écrire, sans tomber dans une tautologie, de soumis au monde réel comme le fait Cervantes. Autrement dit, contre le 19e siècle, ou pour mieux dire, est incompatible. De ce point de vue, sa répétition mot à mot de Don Quichotte devient une création intellectuelle avec le style agissant, car s'opposant à Cervantes, maniait l'espagnol courant. Menard ne donne l'impression que d'être un étranger, un écrivain français contemporain écrivant l'espagnol classique. Afin d'égayer la différence entre ces deux ouvrages, nous citerons un paragraphe de la comparaison du narrateur. C'est votre 7e citation. Je cite: comparer le Don Quichotte de Menard à celui de Cervantes est une révélation. Celui-ci, par exemple, écrit Don Quichotte, première partie, chapitre 9. La vérité, donc la mère et l'histoire, est mieux du temps, dépôt des actions, témoin du passé, l'exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. Rédigé au XVIIe siècle, rédigé par le génie ignorant Cervantes. Cette énumération est un pur éloge rhétorique de l'histoire. Menard écrit en revanche: la vérité, donc la mère et l'histoire, est mieux du temps, dépôt des actions, témoin du passé, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir. L'histoire mère de la vérité. L'idée est stupéfiante. Menard, contemporain de William James, ne définit pas l'histoire comme une recherche de la réalité, mais comme son origine. La vérité historique, pour lui, n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que nous pensons qui s'est passé. Les thèmes de la fin, exemple et connaissance du présent, avertissement de l'avenir, sont des fondements pragmatiques. Fin de citation. Cette comparaison du narrateur s'éclaircit le but de Borges. Le fait est qu'il n'y a pas d'exercice intellectuel qui soit inutile. Ainsi, il conclut. C'est votre 8e citation. Je cite: Menard, peut-être sans le vouloir, a enrichi l'art figé et
rudimentaire de la lecture par une technique nouvelle, la technique de l'anachronisme délibéré et des attributions erronées. Cette technique aux applications l'infini nous invite à parcourir l'Odyssée comme si elle était posée hier à l'initiative de le livre de Jardin Sonto de Madame Henri Bachelier, comme s'il était de Madame Henri Bachelier. Cette technique peuple d'aventures, des livres des plus paisibles, attribuée l'imitation de juge du Kiss à Louis Ferdinand, Serine ou James Joyce, n'est-ce pas renouveler suffisamment les minces conseils spirituels de cet ouvrage. Fin de citation. L'action de Mena est lucide que tout lecteur doit être capable de toutes les idées pour qu'on puisse recréer toujours le même livre. Néanmoins, le même n'est pas pareil au même. Chacun a son manière de comprendre un livre. Ainsi survient l'œuvre l'infini de l'action de la répétition de la lecture. Blanchot dit, c'est votre neuvième citation. Je cite. Dans la fiction de Borges, nous avons deux œuvres dont l'identité du même langage et dans cette identité qui n'en est pas une. Le fascinant mirage de la duplicité des possibles. Or, là où il y a une double parfaite, l'original est effacé et même l'origine. Fin de citation. C'est sur cette dernière phase qui nous tentons de nous interroger pour comprendre comment l'original, même l'origine, est effacée. En un sens, Blanchot implique une fiction absolue, mais dans ce récit, Borges cite l'œuvre de Cervantes et celle de Mena, même si on puisse considérer l'écriture de Mena comme une écriture imaginaire, car ce protagoniste n'est pas vrai. Le chef-d'œuvre de Cervantes est vrai. La fiction antique par Blanchot est liée au mélange de la réalité. Selon lui, Borges rend Don Quichotte de Cervantes fictif en le répétant par l'invention de Mena. Nous expliquerons cette transformation par la suite. Par rapport au Don Quichotte de Mena, celui de Cervantes renvoie à une sorte d'ordre conventionnel. L'étrangeté de Mena s'éclaire par notre habitude de l'histoire de Don Quichotte, puis exactement au moment où l'œuvre de Cervantes représentait la loi de Don Quichotte. Dans la fiction de Borges, Don Quichotte de Cervantes joue un nouveau rôle, s'opposant à ce qu'il fut, c'est-à-dire celui du délire. Le double initial conduit une modification de l'original dans cette nouvelle. Bien que Borges le cite textuellement, en ce sens, nous pouvons peut-être comprendre pourquoi Blanchot dit que l'original est effacé. Mais, dans ce cas, ce que Mena écrit devient-il de nouvel original? Borges crée-t-il un nouveau modèle de l'esprit de Don Quichotte par la narration? L'histoire de Mena racontée par le narrateur peut s'établir car il n'y a pas une deuxième version afin de la transformer. Référence aux deux sortes de Don Quichotte. L'unicité de ce récit contredit le propre de Mena. Selon lui, chaque lecture concernant une récréation se différencie de l'origine. Plus exactement, Mena
détruit l'ordre de l'histoire et non pas le rétablit. Alors, que fait Bourget pour éviter de créer la loi de Menard dans le récit qui lui est propre? Citons le narrateur, c'est votre 10e citation. Ce qui est singulier, c'est la décision de Pierre Menard. Envie d'arriver, il décidera d'aller au-devant de la vanité qui attend toutes les figures, qui attend toutes les fatigues de l'homme. Il entreprit un travail très complexe et a priori futile. Il consacrait ses scrupules et s'éveille à reprendre dans une langue étrangère d'un livre préexistant. Il multiplia des pions, corrigea avec ténacité et déchira des milles de pages manuscrits. Il ne permet à personne de les examiner et eut soin de non plus les laisser lui survivre. C'est en vain que j'ai essayé de les reconstituer. Fin de citation. La narration repose sur un manuscrit énigmatique et inretrouvable de Menard que le narrateur semble avoir lu. Autrement dit, un événement raconté reste incertain. Cette imprécision conduit toute origine, soit du roman imité, soit de la narration, à disparaître, ce qui fait dire à Blanchot. La littérature de Bourget n'est pas une simple tempérie, elle est le dangereux pouvoir d'aller vers ce qui est par l'infinie multiplicité de imaginer. En remarquant la destruction de l'original, Bourget rend discutable toute idée, y compris celle qui est établie par cette nouvelle. Don Quichotte de Menard ne peut établir aucune image stable, car ce que le narrateur dit est remis en question. L'imprécision du dernier vient de la disparition des manuscrits de Menard. Les deux seront mutuellement ambigus et nous donnent l'impression que la réalité de cette histoire reste dissimulée, comme s'il avait encore des choses à découvrir. L'origine ambiguë des manuscrits implique la possibilité que sa réalité transforme la narration. Celle-ci la modifie à nouveau en poursuivant le propre de Menard, ainsi son fin. Ce qui fait dire à Bourget au prologue, dans Pierre Menard, auteur de Don Quichotte, et irréel, le distingueur s'impose le protagoniste. Se lier à la lecture, c'est s'écarter de la réalité. Le lecteur redit l'œuvre accomplie, on la rend inachevée. La réalité et la détermination sont ce partage. En ce sens, on comprend la reconstitution vaine impliquée par le narrateur. L'œuvre ne peut rester telle qu'elle est par l'interprétation, soit de la répétition mot à mot de Menard, soit d'un récit imprécis. La fiction de Bourget se relève à la diversité des événements, car répéter ou penser à une même point, ce n'est pas simplement demeurer au sein d'une lieu fermé. C'est évoquer sans fin des événements autour de ce point, autrement dit, le diviser. Tout le cadre de la réalité se métamorphose jusqu'à disparaître. Henri Michaud considère
que le décalage entre la réalité et l'écriture vient de la méditation personnelle de l'auteur. L'intention d'un écrivain est de l'artifice de son écriture, s'écarter de la réalité. Ce qui lui fait dire, c'est votre 11e citation. Je cite, « Je n'ai plus confiance en eux, ni en la neutralité de quoi que ce soit au monde. C'est ce qui vient me montrer et va l'être encore plus abondamment dans une véritable illumination érotique. C'est que rien ne peut innocent, que rien n'est neutre, pas une lettre, pas une chose. » Fin de citation. Afin d'éviter l'intervention d'une écrivain, il ne cesse de retracer le même processus de son expérience identique, car, selon lui, un auteur est un guide qui fait découvrir des présence cachées, présence qui ont pour intérêt de rendre visible ce qui n'est pas invisible, que être trop à la surface des choses. À travers l'écriture, Michel tente de restituer le vrai événement en le répétant de manière différente. Borges altère le réel en le multipliant. Comment l'écriture, qui répète le même événement, peut-elle faire retrouver en même temps la fiction de Borges et la réalité de Michel? Après cette interrogation, nous passons à l'infini de Michel. Comment décrire l'expérience, la mescaline? À partir de 1955, une partie de l'écriture de Michel est consacrée à traiter du problème des drogues. Par exemple, l'opium, le hashish, surtout la mescaline. Et on fait l'expérience. Le premier volume, Misérable Miracle, décrit une première série d'expériences sur les drogues, surtout la notation brute de son première agression, subie comme un viol. Cite Michel, c'est votre 13e citation. Je cite, Parmi les déferlements silencieux, des trémulations de la nappe illuminée, dont le va-et-vient rapide matrixant, des taches de lumière, dont le déchirement de boucles et d'arcs et de lignes lumineuses, dont les solutations, les réapparitions dont son s'éclate, se déformant, se reformant, se contractant, s'étalant pour se redistribuer encore devant moi, avec moi, en moi, noyé dans un insupportable frisement, mon calme violé 1000 fois par les longues de l'infini oscillant, sinusoidellement, envahi par la foule des lignes liquides, immenses aux 1000 plis. J'étais et je n'étais pas, j'étais pris, j'étais perdu, j'étais dans le plus grand ubiquité. Les 1000 et 1000 cuissements étaient mes 1000 déchiquetages. Fin de citation. Nous trouvons ici l'expression de plusieurs états exceptionnels au sein d'une sorte de reportage que Blanche commande. C'est votre 14e citation. Livre vierge, décrivant avec mesure ce qui est sans mesure,
avec égalité ce qui est sans égal. Et si la mescaline porte en elle le gemme du divin, montrant que l'homme, maître de ce qu'il dit, est partout un peu supérieur à ses dits. Fin de citation. 11 observations ce livre. Blanchot voit le paradoxe. D'une part, à travers l'écriture, Michaud montrait l'effet de la mescaline, c'est-à-dire le dépassement de l'expression humaine, ou, pour mieux dire, l'extraordinaire. D'autre part, son écriture prouve aussi que l'homme est capable de saisir cette expression anormale. Autrement dit, sa description fait que ce dépassement devient une sorte d'expression de l'homme. C'est ce que nous pouvons imaginer. Puis exactement, Michaud rend concevable ce qui est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle Blanchot dit que ce livre montrait que l'homme est partout un peu supérieur à ses dieux. Du fait de ce paradoxe, Blanchot dit, c'est votre 15e citation. Je cite, Michaud a toujours été extraordinairement naturel dans l'extraordinaire. Mais ici, il est naturel avec une calme autorité qui réjouit l'esprit, disons simplement ce qui fut, sans être injuste, ni envers lui, ni envers ceux d'autres qui devine. Fin de citation. Il se demande si ce genre de tranquillité à propos de la description ne s'oppose pas à l'effet de la mescaline, référence au désordre ultime. Si l'ouvrage de Michaud exprime la réalité de la mescaline, ne faut-il pas représenter une chaos réelle et non pas une chaos comme telle qui doit être? Le chaos de la mescaline ne correspond pas à l'expression du désordre, car elle serait sans effet en affrontant la loi du désordre, à savoir les conventions de la mescaline. En un mot, n'est-ce pas surprenant, en lisant un ouvrage sur la mescaline, l'expression très rare, le lecteur n'est pas ressenti le gêné, mais une curiosité lucide, c'est-à-dire un étrange concevable. Un an après, Michaud publiait le 2e volume, intitulé L'infini turbulent, consacré aux mêmes efforts de la drogue. Ce livre, écrit de façon scientifique, plus d'analyse métaphorique et moins de description pure. Autrement dit, Michaud analyse ses écrits et son design, qui la conçoit sur l'emprise de cette drogue. Or, le doute vient. La sortie de ce 2e volume implique-t-elle que Michaud ne se contente pas à son premier volume? Faut-il alors lire seulement le 2e livre, car il donne une analyse plus objective? Faut-il comparer ces 2 livres? Mais les différents points de vue risquent-ils de rendre la connaissance de la mescaline moins évidente? Ces questions conduisent le lecteur à ce trouble en envisageant ces 2 livres de Michaud. Toutefois, Blanchot les considérait comme 2 expressions complètement contradictoires, mais complémentaires. Pourquoi cela? En un sens, l'infini turbulent est la répétition différente de misérable miracle. La modification entre ces 2 ouvrages opère sur 2 registres de l'infini, de la description
et de l'expérience. La première est la compréhension apparente de la drogue, référence au concept abstrait de l'infini, représenté par misérable miracle. Dès lors, il nous semble que tous les effets de la mescaline, intolérables, insupportables, est juste ce qui doit être. Ces certitudes, rien de plus, s'opposent à la nature de mescaline et se créent ainsi des doutes, référence au souci de Blanchot. Est-ce possible que Michaud, ayant toujours été extraordinairement naturel dans l'extraordinaire, écrive un livre consacré à la mescaline, tel qu'elle peut être préméditée? Or, à part cela, comment pouvons-nous représenter un désordre tel qu'il est? Ces irrésolutions nous conduisent à aller vers la deuxième sorte d'infini, concernant le chaos de la connaissance, fait par le mélange de ces deux volumes. L'expérience répétitive de l'infini turbulent se différencie de la description de misérable miracle, et il en résulte que le lecteur se livre à une confusion du fait de ne plus savoir qu'est la mescaline. Et par là, selon Blanchot, on s'approche d'une sorte d'infinitude de l'infini qui fait écho à l'expérience réelle de la mescaline et que nous expliquerons ensuite. Si donc Blanchot, c'est votre 20e citation. Je cite: « Je suggérerai ce que j'ignore. La mescaline est réputée pour sa pureté, l'exactitude avec laquelle elle répond à ses dosages, l'honnêteté qui la fait vous quitter. Lorsqu'on la quitte, ne suivons pas ça elle-même, contrairement à beaucoup de substances y vivront, et même les plus ordinaires, qui laissent derrière elles de soi le besoin, l'extrême désir sans désir. En ce sens, elle serait exceptionnellement privée d'infini, mettre fin à elle-même d'une manière si précise et si calculée, presque abstraite. Ici déjà, elle dépasserait la façon humaine qui est incertaine et infinie et excessivement finie. » Fin de citation. C'est de là, en fait, que vient le désordre de la mescaline. Sa nature close nous rend ignorants, car une fois que nous nous arrêtons de nous troquer, il ne laisse aucune trace à suivre. Comme Michaud le dit, le lendemain de l'expérience de mescaline, aucun tableau ne me parut intéressant. Dès la fin de l'épreuve de mescaline, Michaud a l'impression de se séparer de lui-même, celui qui se livre à la drogue. Il a bien vu des conséquences, ayant subi l'expérience de la mescaline par ses dessins, ses écritures, etc. Mais il ne peut savoir de quoi s'agit-il. Ces preuves curieuses sont à lui et hors de lui, puisqu'il ne peut garder le sentiment d'être drogué. Il en résulte qu'elles ne sont plus son expérience, mais des événements inconnus. Citons Michaud, c'est votre 21e citation. Je cite: « La plupart des images de mescaline avaient disparu. Conscient seul le sillon était là, le sillon de la facture, net comme au premier jour. » Le sillon, c'est... Le sillon, oui.